Mesdames, Messieurs, on se retrouve donc pour le face-à-face de ce mardi. Nous sommes le 9 juin. Nous recevons pour vous Nathanaël Kitty. Professeur Nathanaël Kitty, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à la faculté des droits et sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. On parle de FADES-EP. Vous êtes dans ce studio pour opiner sur le thème gestion à la base, quid de la représentativité des femmes. Vous le savez, le processus qui a démarré depuis le 28 mai 2020, je parle du processus d'installation des conseillers communaux et municipaux élus au terme des communales municipales du 17 mai 2020 et d'élection des désignations des maires, les adjoints et chefs d'arrondissement qui s'est donc achevé ce 8 juin. Les 77 nouveaux maires de la 4e mandature sont connus. Et donc, vous allez nous donner d'abord votre impression sur l'ensemble de ce processus. Merci beaucoup, cher ami. Je pense que le Bénin a vécu une situation inédite. Inédite parce que dans ce processus, vous avez deux catégories de maires. Les uns élus par leur père et les autres désignés par leur parti politique. Ce qui ne s'était jamais passé dans notre pays. On savait que les maires étaient élus par le père depuis l'avènement de la décentralisation en 2002. En 2003. Les élections ont eu lieu en 2002 et les maires, c'était en 2003, ils ont été élus et c'était même en 2002. Donc il y a ce premier constat. Le deuxième constat, qui est malheureux pour notre pays, c'est que les règles du jeu sont modifiées en cours du jeu. L'Assemblée nationale s'est mise dans le rôle du juge administratif pour décider de comment le contentieux qui était né dans le processus doit être réglé. Alors que quand on prend le code électoral, c'est le juge administratif qui est compétent pour connaître du contentieux lié non seulement aux élections communales et municipales, mais aussi à la désignation des maires. Ce qui veut dire que nous sommes dans l'insécurité dans notre pays. Voulez-vous dire que on devait laisser le processus à ce stade au blocage pour que les maires ne soient pas désignés jusqu'à cette date ou élus à cette date? Non, monsieur le journaliste, vous savez, c'est une question technique, le droit. Et quand on parle de l'interprétation, ce que nous savons tous, qui est enseigné jusqu'aujourd'hui, c'est qu'on interprète ce qui est obscur pour le rendre clair. Alors que lorsque vous prenez le code électoral dans cette disposition qui prévoyait l'élection des maires par le père, ce n'était pas obscur. Donc on n'a pas besoin d'une interprétation. Il n'y a pas eu de blocage. Les partis politiques devraient procéder à la recherche du consensus en leur sein pour que le maire soit élu. Et lorsque vous prenez les tests sur la décentralisation, vous vous rendez compte que les élections communales et municipales ont pour l'objectif d'accélérer la démocratie à la base. Donc ces négociations participent à l'apprentissage de la démocratie. Aujourd'hui, les maires qui ont été imposés vont manquer de légitimité, double légitimité. Pourtant, c'est des maires élus des partis majoritaires. Oui, c'est-à-dire que... Ça veut dire que cela exprime, cela traduit les unes, la volonté du peuple dans ces communes. Non, la volonté des électeurs... Des électeurs, j'allais dire, dans ces a été d'abord biaisée. Parce que vous avez des communes où le parti qui a bénéficié de la majorité des suffrages a été disqualifié pour l'attribution des sièges. Vous prenez Porto-Novo, Semepodi, Adiara, le cas du PRD. Et maintenant, vous avez des maires qui n'ont pas la légitimité
non seulement des élus au sein du Conseil, mais aussi qui ne seront pas acceptés par les populations, étant donné que ce ne sont pas eux que les populations voulaient comme maire et ils ont été imposés. La conséquence en sera qu'il n'est pas exclu que dans les semaines, les mois à venir, vous ayez un vaste mouvement de destitution des maires dans les communes. Or, il fallait laisser le jeu démocratique se jouer à fond, tel que Juan Linz, avec le consensus un dont politologue américain l'avait dit, la démocratie doit rester le seul jeu de la cité. Donc aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure que ce qui s'est passé, crée l'insécurité, étant donné que demain, lorsque vous serez en contentieux avec quelqu'un, les députés peuvent se réunir pour décider à la place du juge la manière dont le contentieux doit être réglé. Mais la Cour constitutionnelle... Alors qu'en démocratie, depuis Montesquieu, il y a la séparation des pouvoirs. C'est déjà réglé. Donc ce n'est pas leur rôle de décider à la place des juges, c'est le rôle des juges en cas de contentieux de les trancher. Merci pour votre avis sur la question. Je vous ferai revenir dans ce studio pour qu'on débatte spécialement de ce sujet, faire des analyses autour. Et donc, nous parlons de la gestion à la base, quid de la représentativité des femmes. Je prenais votre impression globale sur le processus. Aujourd'hui, les femmes, quand même avec la révision de la Constitution qui leur accordait, qui exigeait qu'on leur accorde une place, nous avons les résultats. Professeur, votre analyse. Vous savez, je faisais partie de ceux qui avaient contesté ce discours à l'Assemblée nationale au moment où il était question de réviser la Constitution de 1990 pour intégrer la parité. Et nous disions qu'on n'en avait pas besoin. Et nous avions mené cette contestation, heureusement que à l'Assemblée nationale, il y avait une minorité de blocage qui avait empêché la révision. Mais malheureusement, avec les événements de 2019, la révision a été obtenue, étant donné que l'opposition n'était plus présente à l'Assemblée nationale. Et l'article 26 de la Constitution a été modifié, parce que l'article 26 de la Constitution prône l'égalité entre l'homme et la femme. Donc l'article 26 a été modifié dans la révision de 2019 pour insérer une discrimination qu'ils ont appelée positive. C'est-à-dire que cette discrimination permettrait une plus forte représentation des femmes dans les instances de décision et notamment à l'Assemblée nationale. Et quand vous prenez le code électoral, ça a été fait de telle manière qu'on doit passer aux élections prochaines, si ce code reste en l'état, de 83 députés à 100, je pense 109. 109 députés, tout à fait. Voilà. Donc le discours qui était tenu, c'est de faire en sorte que les femmes soient plus représentées dans les instances de décision. Or, ce discours s'est limité à un seul niveau, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'est pas la seule institution dans laquelle les représentants sont élus. Vous avez les communes. Vous avez les communes, les élections municipales et communales. Donc, le discours qui était tenu a eu cette faiblesse de limiter la discrimination positive au niveau de l'Assemblée nationale en abandonnant les instances intermédiaires et locales. Alors que c'est à ce niveau-là que les femmes, ou bien à ces niveaux que les femmes doivent être beaucoup plus représentées. Parce que quand vous prenez les statistiques, aujourd'hui, c'est 52% de femmes et 48% d'hommes dans notre pays. Donc c'est l'insuffisance du travail qui a été fait par les députés à l'Assemblée nationale. De telle manière que lorsqu'il s'agit de positionner les candidats sur les listes de candidature, il y a eu très peu de femmes. Je pense que c'est 8%.
Il y a eu très peu de femmes. Oui, en tout cas, 8%. oui. Oui. Parfois, en ce qui concerne certains partis politiques, il y a eu à peine 5% de femmes, 6% de Voilà. femmes, à l'exception de l'IDBN. L'IDBN a fait ce travail important et il faut féliciter ce parti politique. D'ailleurs, la seule dirigée par une femme. Oui, dirigée par une femme qui a aussi fait ce travail important de positionner beaucoup de femmes. Je pense que ce parti doit continuer ce travail. Il ne doit pas se décourager et espérer que progressivement, il sera compris. Maintenant, on a eu ce pourcentage. On n'a eu que 4 mères, finalement. Et au-delà, 4 femmes. En dehors de ça, il n'y a que 4% de ceux qui ont été positionnés. Il y a 4% de femmes élues. Tout à fait. Il n'y a que 4% de femmes élues. Élues conseillères dans les municipalités et les communes. Et maintenant, il y a eu 5% de femmes parmi les maires. Il y a eu 4 maires. 4 maires sur 77. Oui, 4 maires. Ketou, oui. Tofor, Kandi, et puis je pense à Diawere. Tout à fait. À Diawere. Donc, il y a eu 5,3% de maires femmes dans notre pays. On n'est pas sorti de l'auberge en ce qui pas concerne du tout, la représentativité des femmes. Pas du tout. C'est pourquoi... Et qu'entrevoyez-vous, que proposez-vous alors comme solution? Non, on l'a dit. Pour endiguer le mal, parce qu'on va continuer toujours par parler de ce problème de représentativité des femmes. On l'a dit plusieurs fois. Malheureusement, nous ne sommes pas compris et ne sommes pas écoutés pour le moment. Ce n'est pas dans la Constitution qu'il faut régler le problème. Comment il faut le faire pour ça? Je pense qu'il faut dialoguer avec les partis politiques, de telle manière qu'il y ait ce qu'on appelle un gentleman agreement, un accord entre les partis politiques pour pouvoir accepter que quand il y a élection, il y ait un positionnement aussi bien vertical qu'horizontal entre hommes et femmes. C'est-à-dire, lorsqu'on positionne un homme tête de liste, le deuxième doit être une femme. Et lorsque c'est un homme qui est positionné suppléant, ça doit être une femme. Et quand c'est une femme qui est positionnée, le suppléant doit être un homme. Moi, je pense que si on procède ainsi, on peut espérer améliorer le taux de présence des femmes dans les instances de décision. Est-ce qu'on peut forcer les femmes, si les femmes ne se décident pas pour militer dans un parti, on ne peut pas aller les chercher de force. Les femmes militent dans les partis. Beaucoup de femmes militent dans les partis. Mais le problème qui se pose, notre société, pendant longtemps, a marginalisé les femmes. Et cette marginalisation continue dans la construction sociale. Donc il faut faire un effort pour inverser la tendance. Inverser la tendance de telle manière que les dispositions législatives doivent permettre la présence des femmes sur les listes. Lorsqu'on dit par exemple que les candidats doivent savoir lire et écrire dans la langue française, on n'en a pas besoin. Parce que la langue française n'est pas notre langue, c'est un héritage de la colonisation. Oui, mais... Donc, il faut faire la promotion de nos langues nationales, faire en sorte que les femmes et les hommes dans les villages, dans les quartiers soient alphabétisés dans les langues nationales et dans les instances de prise de décision, il y ait des traducteurs. Voilà, il y ait des traducteurs dans les autres langues. Je pense que si on le fait ainsi, écoutez, vous avez des communes où il n'y a que 2 langues qui se cohabitent. Vous avez des communes où c'est 3, 4, 5 ou plus. Vous avez des conseillers dans les communes qui comprennent la plupart des langues qui sont parlées dans leur commune. On n'a même pas besoin de traducteurs dans ces cas-là. Donc, il suffit seulement que nous ayons la volonté au niveau du législateur de favoriser le positionnement des femmes sur les listes électorales. Je ne suis pas contre votre proposition. En faisant ce toilettage au niveau des thèses, c'est-à-dire permettre à ce que les femmes soient candidates tout en enlevant les obstacles qui vont les y empêcher. Voilà.
Le temps passe très vite, professeur. Nous allons conclure déjà, puisque nous avons déjà fait 15 minutes. Et dites-nous, professeur, quel est votre mot de fin en guise de conclusion? Moi, je pense que les femmes ne doivent pas se décourager, même si majoritairement elles n'ont pas été élues ni conseillères ni maires. Elles ne doivent pas se décourager. Elles doivent continuer à se battre. Je veux jeter une pierre dans la mare. On a quand même vu des femmes chefs d'arrondissement. Oui, il y a des de très belles femmes chefs d'arrondissement. Oh là là, ouais. ouais. Il y a des femmes chefs d'arrondissement, il y a des femmes jeunes adjointes au maire. Voilà, nous les félicitons, ces femmes qui ont pu réussir à être élues à ces postes-là, et nous leur demandons de faire en sorte que aux élections prochaines, il y ait plus de femmes. Ça dépendra de ce qu'elles feront à ces postes-là. S'il doit y avoir plus de femmes, ça dépendra. Donc, elles n'ont qu'à privilégier la sensibilisation au niveau de leurs arrondissements, au niveau de leur commune, pour qu'il y ait plus de participation de femmes aux élections prochaines. Je ne vais pas vous laisser partir sans prendre votre impression sur quand même le renouvellement de cette classe politique. Il y a beaucoup plus de jeunes qui ont été positionnés, les partis ont fait confiance en plusieurs jeunes, femmes comme hommes dans les communes. Oui, c'est un signal aux partis politiques dans notre pays. C'est-à-dire que la demande de renouvellement existe, mais les partis politiques ont toujours traîné les pas pour procéder à ce renouvellement. Donc, les événements qui se sont produits ces 2 dernières années ont montré que les partis politiques doivent s'adapter au temps. Si vous prenez la population béninoise, vous avez plus de 60% de jeunes de 18 à 40 ans, plus de 60%. Alors que quand vous prenez les partis politiques, vous regardez la catégorie d'âge de ceux qui les dirigent, vous voyez, c'est plus de 70 ans. Donc, ce qui veut dire que il faut faire un effort au sein de ces partis politiques pour procéder au renouvellement. C'est vrai que De Gaulle disait que la politique, quand on y entre, on y sort les pieds devant. C'est vrai. Mais c'est aussi vrai qu'il faut assurer la relève pour que dans l'au-delà, on ne soit pas inquiété de ce qu'on a laissé sur terre sera bien géré. Voilà. Merci, professeur, d'être venu opiner sur le sujet en ce qui concerne la représentativité des femmes à la base. Vous êtes Nathanaël Kiti, enseignant-chercheur en sciences politiques à la faculté des droits et sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'être venu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous et aux amis téléspectateurs. Voilà qui est dit, mesdames, messieurs. Agréable journée donc à vous. C'était le mot de fin de l'enseignant-chercheur en sciences politiques, Nathanaël Kiti, que nous avons reçu sur Face à Face de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un court instant.